Bonjour tout le monde. Bonjour. Je n'entends rien. Bonjour. Non? Que ça soit plus fort qu'ailleurs. Bonjour. Alors, comme je le disais tantôt il y a quelques minutes, je me nomme Salif Kindo, je suis ingénieur informaticien. Alors, je suis développeur de formation. Un développeur, c'est un analyste programmeur, quelqu'un qui crée des applications, des logiciels, des bases de données, etc. Alors, je suis également promoteur du projet Texacoin, qui est un projet burkinabé de crypto, dont l'objectif est de créer un écosystème de services financiers alternatifs basé sur la blockchain Yenenga. La blockchain Yenenga est une blockchain que nous avons créée de bout en bout dans le projet Texacoin. Alors, je vais y revenir après, si vous êtes un peu plus intéressés. Alors, je vais m'entretenir avec vous sur un certain nombre de sujets en lien avec la crypto-monnaie. Alors, on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de monnaie. Alors, la monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est un consensus social. La monnaie, c'est un instrument qui permet de stocker et transférer de la valeur. Selon Aristote, la monnaie a trois fonctions essentielles. La première fonction est que c'est une unité de compte. Alors, c'est aussi un intermédiaire d'échange. C'est également, comment dirais-je, c'est également une réserve de valeur. Alors, la monnaie a une longue histoire. Tout a commencé par le troc. J'ai un bien X, vous avez un bien Y, on échange et tout le monde est content. Mais ce procédé a rapidement montré ses limites. Si j'ai un bien dont personne n'a besoin dans le moment, il y a un problème qui se pose. Il risque de mourir de faim. Donc les gens ont convenu qu'un certain nombre de denrées courantes vont être considérées comme monnaie. Je peux prendre l'exemple du riz par exemple. Tout un chacun avait une certaine quantité de cette denrée arrêtée conventionnellement et selon son pouvoir d'achat et l'utilisait pour pouvoir faire des transactions et acheter des biens et services avec cette denrée. Ok. Après, on est passé à la monnaie métallique, c'est-à-dire l'or et puis l'argent, qu'on utilisait pour faire des transactions. Ok. C'était encore un peu plus flexible que le troc, et puis ça permettait de stocker un peu plus de valeur et faire des transactions. Ensuite, on est passé à la monnaie papier, c'est-à-dire les billets de banque, qui sont encore plus pratiques et qui permettent de stocker encore plus de valeur. Ensuite, on est passé à la monnaie électronique. Alors, je disais tantôt qu'on est passé à la monnaie électronique, c'est-à-dire le mobile banking, le mobile money que nous utilisons quotidiennement, etc. Et de nos jours, depuis 2009, on parle de monnaie électronique. Ok, pardon, de monnaie numérique, c'est-à-dire crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? On va aller au CP1 de la crypto-monnaie. Ok, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée. Dans cette définition, il y a deux notions importantes. Il y a numérique. Cela signifie que cette monnaie est virtuelle, elle n'est pas tangible comme des billets de CFA ou d'euros. Ok, elle n'est opérable qu'à partir d'ordinateurs ou de smartphones. L'aspect décentralisation est important. Alors,
Cela veut dire que cette monnaie n'est pas créée par une banque centrale. Elle n'est pas contrôlée par un gouvernement ou un État. C'est une monnaie qui est créée par des privés. Alors, également la crypto-monnaie a une longue histoire. Ok? Tout a commencé dans la Silicon Valley au début des années 90. Alors, un groupe de personnes appelé cypherpunk se réunissait régulièrement pour échanger sur des sujets divers en lien avec la vie privée, la cryptographie, la philosophie, l'informatique, etc., etc. Ces groupes militaires pour l'utilisation de la cryptographie pour protéger la vie privée sur Internet. Cela est parti d'un postulat de base. Les gens trouvaient que le gouvernement américain était trop intrusif dans la vie privée du citoyen et le gouvernement abusait de ses droits. Donc, ce groupe de personnes appelées cypherpunk sont arrivés à la conclusion qu'il faut créer des outils qui permettent de crypter et de protéger la vie des citoyens contre les abus du gouvernement. Ensuite, ce groupe est passé à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut également utiliser cette même cryptographie pour protéger les transactions financières sur Internet. C'est-à-dire la nécessité de créer une monnaie numérique qui est indépendante des États, qui est indépendante de tout gouvernement, qui est indépendante de tout organe central. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de création d'une monnaie numérique. Et la plupart s'est soldé par un échec. Et l'une de ces monnaies a même été la victime du beurre de l'an 2000. Ceux qui sont nés peut-être après 2000 ne sauront pas ce que ça veut dire. Le beurre de l'an 2000, les vieux pères savent ce que ça veut dire. On pourra y revenir là-dessus. Alors, en 2008, après tous ces échecs-là, il y a eu une crise financière monstre aux États-Unis qui s'est propagée dans le monde entier. Comme nous, on n'est pas très considérés dans le monde, on n'a pas su cette crise. Alors que ça a été une crise monstre. Les banques ont commencé à tomber en faillite parce que, en fait, ça a commencé aux États-Unis. Les banques américaines avaient accordé du crédit immobilier toxique à des citoyens qui avaient des difficultés pour rembourser parce que les taux d'intérêt avaient flambé. Et plusieurs banques ont commencé à tomber en faillite. Et l'une des plus grandes banques à tomber en faillite en ce moment s'appelle Lehman Brothers. Et ça fait beaucoup de bruit en son temps. Ok? Le gouvernement américain était dans un dilemme. Soit il laisse les banques crever avec les épargnes des contribuables, ce qui va être catastrophique, soit il utilise les impôts de ces mêmes contribuables pour sauver les banques. Alors que les banques, c'est des privés. Si elles gagnent de l'argent, ça les appartient. Mais quand elles commencent à faire n'importe quoi et elles perdent de l'argent, c'est l'argent des contribuables qu'on utilise pour les sauver. Et les gens ont commencé à se plaindre. Il y a eu une polémique et les gens se disent que ça, c'est pas normal. Il ne faut pas que quand elles font des bêtises, elles deviennent comme publiques. Ok? Cela a été un prétexte pour un certain Satoshi Nakamoto de récupérer la balle au bon, de se remettre au travail pour essayer de créer une fois de plus une monnaie numérique indépendante des États et des gouvernements qui permet aux citoyens de faire des transactions financières de pair à pair, de personne en personne, de particulier à particulier, sans intermédiaire. Et ce monsieur s'est mis au travail et en janvier 2009, il publia l'acte de naissance du Bitcoin sur Internet, c'est-à-dire un document PDF de 9 pages intitulé « A Peer-to-Peer Electronic Cash System ».
C'est comme ça qu'est né le Bitcoin avec la technologie qui va avec, qui est la technologie blockchain. Alors, on ne peut pas parler des crypto-monnaies sans parler de la technologie qui va avec, c'est-à-dire la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est une technologie numérique qui permet de stocker et transférer de l'information de manière décentralisée, sécurisée et transparente. Ok? En fait, c'est un système informatique composé des réseaux d'ordinateurs, et sur chaque ordinateur du réseau se trouve une base de données qui a la particularité, ça a l'air un peu complexe, mais on va venir aux questions. Et cette base de données a la particularité d'être immuable et infalsifiable. Pour schématiser, la blockchain, c'est un simple registre. Un registre comptable qui répertorie l'ensemble des transactions d'une activité donnée. Et cette activité peut être financière ou pas. Ce registre est composé naturellement des pages. Ce sont les pages de ce registre qu'on appelle blocs. D'où le nom de blockchain. Parce que les blocs s'emboîtent les uns aux autres de manière chronologique. Ok? Alors, les blocs s'emboîtent les uns aux autres de manière chronologique. Et comment ça fonctionne, tout ça? Alors, si un bloc est rempli de transactions, l'ensemble des ordinateurs du réseau se mettent en compétition pour trouver une empreinte qui va permettre de crypter ces blocs. Et l'ordinateur ou le mineur qui a trouvé cette empreinte est rémunéré par de la crypto-monnaie et a le droit de créer le prochain bloc. Et l'empreinte de ce bloc en cours là est insérée dans l'entête du prochain bloc et ainsi de suite. Alors, pour aborder la troisième et dernière partie de mon propos, c'est-à-dire les enjeux de ce secteur, de cette nouvelle révolution technologique, je vais dire que la technologie blockchain est la plus grande révolution depuis l'avènement de l'Internet. Elle est la source d'un grand nombre de bouleversements et d'innovations en cours et à venir, et tous les secteurs seront touchés par cette nouvelle révolution technologique. C'est-à-dire la banque, ça a déjà commencé, la finance, les assurances, la grande distribution, les médias et même la politique, et même les votes. On peut voter à partir d'une blockchain. Non seulement c'est moins cher, c'est transparent et on ne peut pas tricher. Et les secteurs, les différents éléments, cas d'usage de la blockchain sont quasiment illimités. Alors, je m'en veux citer quelques exemples dans l'actualité récente qui vont vous édifier sur les enjeux de cette nouvelle révolution technologique qu'est la blockchain, avec son cas d'usage possible qui est la crypto-monnaie. Il existe plusieurs cas d'usage possibles de la technologie blockchain. Elle ne permet pas que de créer la crypto, elle permet également de faire de la tokenisation, de créer une identité numérique sécurisée d'une population donnée, de créer des NFT qui sont des objets d'art numérique, de faire du métavers qui est carrément tout un monde virtuel. Alors, donc, il existe plusieurs générations de blockchain. La première génération de blockchain est celle du Bitcoin. Ok? C'est un peu basique. Malgré tout, ça reste sécurisé. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrivé à falsifier, à pirater ou à hacker la blockchain du Bitcoin.
malgré tous ces hackers que vous voyez partout dans le monde là. Ok? Alors, donc, j'allais citer tantôt quelques exemples dans l'actualité récente. Connaissez-vous la multinationale BlackRock? C'est que beaucoup de gens. Alors, c'est une multinationale qui paie 10 000 milliards de dollars. Si on veut convertir ça en CFA, ça va être vraiment beaucoup. C'est pour vous dire que cette multinationale, qui est un fonds d'investissement, a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans la technologie blockchain et la crypto. Cela veut tout dire. La banque Goldman Sachs, qui est l'une des plus grandes banques au monde, accepte actuellement la crypto-monnaie comme collatéral d'un prêt bancaire. C'est-à-dire, si vous voulez un prêt bancaire, si vous avez de la crypto, vous pouvez les garantir, ils vont vous donner des prêts bancaires. S'il y a des soucis, c'est votre crypto qu'on va vendre pour rentrer dans leur fonds. Alors, la bourse de Tel Aviv, dans la semaine là seulement, a annoncé qu'elle est en train de créer une plateforme de trading des cryptos. Alors, comment dirais-je, Apple a actuellement, avec son magasin de logiciels, App Store, a ouvert son magasin au NFT. Il y a 4 banques en France, en Espagne et puis en Allemagne qui ont reçu récemment leur licence pour permettre d'opérer dans la crypto-monnaie. Alors, ces exemples-là sont en profusion. On peut les citer durant toute la journée. Alors, je vais terminer mon propos par quelques chiffres pour vous édifier sur les enjeux. Actuellement, il y a 320 millions de détenteurs de crypto au monde. Ok? L'Afrique est la deuxième région du monde à abriter le plus grand nombre de détenteurs de crypto, c'est-à-dire 53 millions. Derrière l'Asie, qui en compte 130 millions. Le Burkina Faso, mine de rien, a 274 000 détenteurs de crypto. Donc, peut-être que les gens se cachent pour opérer. En tout cas, je ne vois pas 274 000 personnes ici. On n'est rien. Donc, c'est juste pour vous dire, selon le rapport, et j'ai terminé sur ça, de Boston Consulting Group, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine, son rapport de 2022, d'ici 2030, il y aura 1 milliard de détenteurs de crypto au monde. Cela veut tout dire. Donc, à bon entendeur, salut. Je vous remercie.